Donc quelques mots sur ce petit bûcheron. Quand je l'ai lu, et après avoir lu Tarek, vos autres histoires jeunesse, vos autres adaptations de contes, je me suis demandé si dans une autre vie, vous auriez aimé être Charles Perrault, l'un des frères Grimm. Peut-être, finalement. Non, en fait, ça vient de loin. J'ai commencé à lire très très jeune, et je suis un gros lecteur. Et le conte est certainement le genre en littérature qui m'a le plus marqué. Et depuis que j'écris des histoires, j'ai cette envie de remettre en fait les contes en avant dans la bande dessinée, parce que finalement on utilisait les contes comme prétexte. Là, j'ai envie vraiment de raconter des histoires dans le registre du conte et les raconter avec des mots d'aujourd'hui, même si les personnages ne sont pas d'aujourd'hui. Des mots d'aujourd'hui. Pas dans le petit bûcheron. Voilà. C'est vrai, il est particulier. Il y a beaucoup à la manière d'eux et dans la manière de raconter, dans la manière de mettre en parole cette histoire. Mais sinon, c'est vrai que j'ai utilisé beaucoup de termes du vieux français, parce qu'en fait, j'ai beaucoup... quand j'étais à la Sorbonne, j'ai suivi les cours de Robert Fossier sur l'ancien français. Et la chose qui m'intéressait, c'est que dans l'ancien français, beaucoup de mots de l'argot viennent de l'ancien français. Donc quand on critique, c'est des jeunes qui parlent d'une manière assez imagée, c'est des mots qu'on utilisait déjà au Moyen-Âge. Hein. Donc c'était intéressant de les remettre à l'ordre du jour dans une histoire qui est dans le registre du conte. Donc ça ne choque pas quand c'est dans un conte, mais ça choque quand c'est avec un jeune avec une casquette. Bon, ça c'était le petit clin d'œil. Et de tous mes albums, en fait, Le Petit Bûcheron n'est pas le dernier. Non, c'est une réédition. Voilà, c'est voilà. J'ai changé un peu les dialogues. 2003, sauf que c'est pas mentionné du tout dans l'album. Voilà, c'est ça. L'éditeur a oublié de le mentionner. C'est une émission. Mais dans ma création d'histoire de conte, c'est mon 4e, je crois. Donc après, j'ai fait Les Trois Petits Cochons, Les 7 ans et demi, Le Petit Mamadou Pousset. Donc c'est vrai que là, on n'était pas encore dans le conte détourné. On était dans le conte raconté différemment et totalement inventé. Alors que par la suite, j'ai beaucoup plus détourné les contes. Voilà, donc là, il est question d'un petit bûcheron qui doit se charger de découper un arbre qui a fait pousser un ogre au milieu d'un village et tous les bûcherons de la région sont appelés, personne n'y arrive. On est aussi un peu avec le mythe du roi Arthur et Excalibur, il y a tout cela. Oui, il y a aussi le côté le haricot haricot magique, magique, oui, qui se transforme en arbre. Il y a le rapport aussi du géant avec le petit bûcheron. Il y a le rapport entre le roi, sa fille et son frère. On est vraiment c'est presque un vaudeville à un certain moment. Voilà, puis ça se lieu évidemment comme à chaque fois à plusieurs degrés, puisqu'il y a l'histoire du petit bûcheron, puis aussi l'histoire évidemment au niveau du pouvoir. Tout à fait. De complot. Voilà, on va laisser découvrir le petit bûcheron Tarek, puisqu'avec Vincent Pompetti, donc il y a Sir Arthur Benton. On en est donc, si je compte bien, au 5e album, parce qu'à chaque fois ça marche par 3. Tout à fait. La plupart des histoires, d'ailleurs chez vous, marche par 3. Le premier cycle se passait pendant la Seconde Guerre mondiale. Celui-ci, on est donc la période de la guerre froide. On retrouve les agents gouvernementaux qui sont rassemblés dans une organisation internationale qui agit dans les pays cibles des communismes, notamment, on l'a compris, avec Prague, la Tchécoslovaquie. Oui. Et l'une des questions qui se posent à l'époque, c'est la collaboration des anciens nazis avec les Alliés. Il y a une vraie question morale qui se pose au début de l'album, et à cette époque-là, on est entre 46 et 48. Oui, c'est vraiment le fond du problème. À la fin de la guerre, les Américains savent qu'ils vont devoir combattre les Russes, pas forcément dans une guerre chaude, dite chaude, mais plutôt dans une guerre froide. Et les services secrets allemands étaient les mieux informés sur l'ennemi soviétique, l'ennemi en devenir. Et très rapidement, les Américains ont arrêté. La dénazification a duré 3 mois en Allemagne. C'est un mythe. Ça n'a pas duré des années et des années. En Autriche, elle n'a pas eu lieu. En Allemagne, c'est à peu près 3-4 mois. Et très rapidement, ils vont rentrer en contact avec d'anciens officiers de l'Abwehr. Et un homme qui s'appelle Gehlen va proposer ses services à la CIA, à la future CIA. Donc, oui, parce que tous les logos que l'on connaît, CIA, KGB, ça n'existe pas encore dans cet album. Entre l'OSS et la CIA, il y a beaucoup de choses qui s'installent. Mais globalement, il propose aux Américains sa collaboration avec des fiches sur les hommes importants de l'autre côté du rideau de fer. Et surtout, il propose de travailler en étroite collaboration contre l'ennemi communiste. Ça pose pas forcément de problème au niveau des chefs d'État. Ça pose plus de problèmes au niveau des agents
qui ont une certaine morale, hein, comme le personnage de Marchand, on va en parler tout à l'heure, parce qu'il y a la rapidité. 2 ans plus tôt, ils les combattaient, ces gens-là. C'est ça. En fait, c'est comme si vous étiez en train de vous battre avec quelqu'un. On vous dit maintenant c'est ton ami, tu dois coucher dans le même lit avec lui, et celui qui était ton ami pendant cette période-là devient ton ennemi. En fait, pour un être humain, c'est difficile d'accepter d'arrêter de combattre quelqu'un qui a essayé de vous tuer pendant 5-6 ans. Il n'y a pas eu le temps du pardon, s'il peut y avoir pardon, ou en tout cas de recul nécessaire. Il n'y a pas de pardon dans ce milieu, ça n'existe pas. Il faut, c'est voilà, une vue de l'esprit. Ce sont des gens qui ont une autre manière de réfléchir. En fait, on est dans un schéma psychologique qui est très particulier. Hein. C'est la raison d'État. Quand on parle de patriotisme, pour un agent secret, ça a une signification. Pour nous, ça a d'autres significations, mais pour ce genre de personnes, ils vont tuer parce que ils doivent tuer s'ils reçoivent l'ordre pour l'État. Donc ils se considèrent pas comme des assassins. Et là, on leur demande finalement de travailler avec des gens qui ont permis à un gouvernement, qui est le gouvernement allemand pendant la guerre, de tuer autant de gens. C'est ça qui est choquant pour eux, c'est de collaborer avec des nazis, pas avec des Allemands. Et on le retrouve dans l'histoire, c'est omniprésent, mais certaines personnes vont au départ travailler avec eux, mais après vont les buter. Hein. Ils vont pas se gêner. Hein. Oui, dès qu'ils n'en ont plus besoin. Voilà, c'est ça. On les lâche dans la nature. Et il y en a d'autres qu'on va protéger et qu'on attrapera bien des années plus tard, comme Klaus Barbie, hein. Protégé par les Français. Parce que la personne qui était censée fournir des renseignements sur Klaus Barbie au gouvernement français était lui-même un informateur de Klaus Barbie pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il n'allait pas le dénoncer parce que Klaus Barbie aurait pu donner son nom. Donc c'est quand même une période assez trouble.